Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve avec le nouveau numéro du journal du Geek Libre. Voilà, avec un sommaire assez particulier aujourd'hui, parce qu'on rendra un petit hommage bien évidemment à ce qui s'est passé le vendredi 13. On parlera bien évidemment des logiciels qui sont sortis cette semaine. Nous parlerons aussi des distributions sorties pendant la semaine et aussi de Microsoft et d'Apple à la fin de la chronique et du journal. On va commencer donc le journal, comme je disais, avec un petit hommage donc à ce qui s'est passé à Paris le 13 novembre 2015. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de journal à ce moment-là, donc le samedi et le dimanche dernier. Voilà, donc un hommage à eux et une pensée forte aux personnes décédées à ce moment-là. On ne les oublie pas. On passe maintenant à la partie qui nous intéresse, le journal, avec pour commencer WebVim, donc qui est disponible sur Linux uniquement. Voilà, donc il s'agit d'un logiciel pour le développement web. Il existe aussi en distribution. Il y a donc pas mal de greffons optimisés et préconfigurés pour pouvoir coder comme on veut. Il prend en charge donc l'HTML, le CSS, voilà, le JavaScript, le JSON et Markdown. Voilà, donc ça c'est les bases, ou plutôt la partie de la programmation qui est disponible avec ce logiciel. Il est assez complet, bon c'est sûr que ça vient un petit peu de sortir, mais il y a beaucoup de possibilités avec ce logiciel, disponible comme j'ai dit sur Linux uniquement. Sortie de Mate Desktop, alors lui il est sorti en 1.12, voilà. Alors Make Desktop, c'est celui qui reprend un petit peu la base de GNOME 2 comme on l'avait l'habitude d'avoir avant. Une barre en haut, la barre d'outils en haut et la barre des fenêtres bureau en bas. Voilà, donc Make Desktop est sorti en version 1.12. Un bureau qui est codé encore une fois en GTK2 et en GTK3, donc on a le choix entre l'un ou l'autre. Il y a une amélioration de la prise en charge de GTK3, donc avec l'arrivée du 3.18 pour les thèmes GTK. Voilà. Il y a aussi une amélioration du multi-écran, voilà, la prise en charge du multi-écran et aussi de la gestion de sessions. Il y a une suppression aussi de la prise en charge de Win32 et de OS X. Je ne sais pas exactement si c'était vraiment utile, mais apparemment ça ne l'était pas étant donné que c'est parti maintenant. Et il sera dispo pour Linux Mint, étant donné que celui-là repousse pas mal là-dessus, avec la sortie de la 17.3 prévue pour fin novembre. Actuellement, il y a une bêta qui est en cours, elle est sortie hier pour les tests exactement. Donc on va voir ce que ça va donner, mais normalement fin novembre, il faut s'attendre à une nouvelle sortie de Linux Mint au nom de Rosa. Justement à propos de système d'exploitation, on va arriver là-dessus parce qu'on n'a pas eu beaucoup de logiciels sortis cette semaine, pas mal de rendez-vous, des choses comme ça pour Linux, donc que ce soit Paris, Strasbourg, quoi que ce soit, mais c'est tout. Allez, on va s'intéresser à Puppy Linux qui est sorti en 6.3. Il est construit donc sur Ubuntu Trustitar, donc c'est une version un petit peu plus ancienne, disponible en 32 et 64 bits, donc ça c'est un petit peu nouveau qu'on ait les deux. Voilà, donc c'est surtout une mise à jour du système. Lui, c'est un système qui est vraiment très léger, qui est capable de fonctionner sur des systèmes, enfin plutôt sur des machines un peu anciennes. Black Lab Linux est sorti en version 7.0, mise à jour logicielle comme d'habitude, voilà, avec l'arrivée de LibreOffice 5 et d'autres GNOME qui a été mis à jour, XFCE, enfin tout ça c'est mis à jour et on peut les avoir maintenant de disponible. Black Lab Linux qui est sorti en version 7.0. Body Linux, pareil, petite mise à jour, surtout sur le bug Wi-Fi qu'il y avait avant. Avant, on se connectait et tout. À chaque fois qu'on arrivait dessus, sur le système, ils nous redemandaient le mot de passe Wi-Fi. C'était vraiment la catastrophe. Voilà, donc ça, ce gros bug a été corrigé. Et bien évidemment, avec tout ceci, il y a eu une mise à jour logicielle pour que ce soit un peu mieux au niveau du système. Red Hat 7.1 est sorti lui aussi. Alors lui c'est une petite mise à jour qui comprend la sécurité du système, le réseau et aussi le système d'administration. Voilà, ces petites parties-là ont été mises à jour. Voilà. Et sinon, le système en lui-même reste pareil. Enfin, à savoir que Red Hat est bien évidemment la version de base sur laquelle sont positionnés ou se construit pas mal de systèmes d'exploitation Linux. Allez, troisième partie de notre journal, on va s'intéresser à Windows 10. Alors ça, c'est le top du moment, sorti donc la semaine dernière, on va dire. Mais bon, avec l'arrivée progressive du téléchargement, on peut encore en parler parce que beaucoup ont fait la mise à jour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Bah déjà sur le thème. Alors avant, on avait un petit souci, ou plutôt il y avait les thèmes donc principaux. On avait la possibilité de changer la couleur de la barre des tâches, mais absolument pas la couleur des fenêtres. Donc ça, c'est changé. Maintenant, la fenêtre donc de l'explorateur de fichiers et d'autres fenêtres appartenant au logiciel de bureau de base de Windows comme Paint et tout prendra la couleur qui sera choisie par défaut. C'était vraiment quelque chose qui tapait un petit peu aux yeux. Moi, j'avais remarqué ça sur les tests et j'avais trouvé ça dommage que ça ne soit pas changeable. Donc maintenant, c'est chose faite. On peut changer la couleur des fenêtres. C'est pas grand chose, mais ça permet d'avoir une bonne cohérence au niveau du thème qui, pour moi, n'était pas non plus extrêmement moche. Voilà. Donc, amélioration de ce côté-là. Ça, c'est un très bon point. Edge avait une petite amélioration, donc justement avec le Tab View. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comme la vue des fenêtres ouvertes quand on va sur la barre des tâches, disponible aussi sur KDE quand on passe la fenêtre sur les fenêtres ouvertes. Et ben on peut voir les onglets en prévisualisation de ce qui est ouvert. Voilà, donc dès qu'on passe la souris dessus, on a une vue de la page internet en question. On clique dessus et on atterrit évidemment sur la page. Ça aussi, bon point. Voilà. Oups. Donc, j'ai pas fini. Donc, Skype, une meilleure intégration, voilà, de Skype au sein des applications de Windows. Le menu a été amélioré, voilà, avec un meilleur menu contextuel et aussi la possibilité d'ajouter 2048 tuiles dans le menu. C'est juste énorme, mais bon, il fallait bien ça quand même pour pouvoir avoir quelque chose de quand même correct. Avant d'arriver aux 2048 tuiles, de positionner sur le menu démarrer, franchement, il va falloir en télécharger des applications. Cortana a vu une amélioration. Alors ça, bien évidemment, il faudra tester Cortana sur la version mise à jour. Donc la version que j'ai sur mon PC n'a pas encore été mise à jour. Donc je la ferai et puis je ferai peut-être une vidéo si j'ai le temps là-dessus. Voilà, donc Cortana, meilleur... enfin, je pense qu'il répond beaucoup mieux aux questions qui lui sont posées. Donc, bon point aussi là-dessus. Et le fond d'écran, pour le verrouillage est maintenant optionnel, on peut le désactiver. C'est-à-dire qu'une fois que l'ordinateur est mis en veille, on a un fond d'écran qui est affiché en devanture avec l'heure et tout. On clique sur le clavier et ça déverrouille pour pouvoir mettre le mot de passe. Voilà, donc ça c'est ce qui touche Windows 10. Beaucoup de nouveautés avec cette grosse mise à jour. À noter que ça pèse 3 Go au téléchargement, disponible sur le Windows Update. Si vous ne l'avez pas encore de disponible, il faut savoir que ça arrivera petit à petit pour éviter justement de charger ou de surcharger les serveurs de Microsoft. Pour cette mise à jour aussi, on peut faire l'arrivée directe de Windows 7 et de Windows 10, de Windows 8 sur Windows 10 directement avec cette mise à jour depuis votre PC. Ça ne pose pas de problème parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'année pour pouvoir effectuer la mise à jour gratuite. Voilà, donc mise à jour toujours gratuite pour cette partie-là. On arrivera directement à Windows 10 avec cette mise à jour. Voilà pour ce qui est de Windows 10. Allez, on va passer au mauvais point entre guillemets de la semaine. On n'est pas censé savoir que Apple a sorti l'iPad Pro. Voilà, très belle machine normalement, qui coûte quand même une blinde, il faut le dire, entre 920 et 1250 euros suivant la version que l'on a prise. Donc à savoir que l'iPad a quand même 4 Go de RAM, un bon petit processeur sympathique qui est capable de prendre en charge des données 3D et tout assez rapidement, du faire de montage 4K et tout, de manière tout aussi rapide qu'un MacBook Pro suivant leur dire au niveau d'Apple. Voilà, et à voir l'utilisation, on voit que c'est très très fluide suivant les tests. Pourquoi il est arrivé dans les mauvais points? Pas pour ce que je viens de citer, mais surtout par rapport au prix ce que propose l'iPad, notamment parce qu'on n'a pas de clavier de mis avec ni de stylet. Il faut les acheter à part, donc à savoir que le stylet coûte quand même très cher, 80 euros je crois. Et le clavier pareil coûte très très cher par la même occasion. Il faut rajouter à peu près plus de 200 euros d'achat pour pouvoir avoir un clavier et un stylet. C'est vraiment dommage, je ne sais plus exactement les prix, mais c'est quand même exorbitant, surtout au prix où l'on paye la machine de base.
Aussi, autre mauvais point, le clavier qui malheureusement est disponible que en QWERTY, donc la version anglaise. C'est vraiment un très mauvais point de la part d'Apple, surtout que l'iPad Pro est quand même disponible dans pas mal de pays. Alors il me semble que la Chine doit être prise en compte aussi, donc c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pensé à ça. Et c'est vraiment le point noir pour l'iPad Pro qui, s'il ne corrige pas ça, ne verra pas ses ventes se faire en Europe et tout, qui demande quand même des claviers en AZERTY, en Quartz pour l'allemand, en Quartz France-Suisse, etc. etc. J'en passe bien évidemment des versions de clavier. Donc voilà, de ce côté-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment le point faible d'Apple, qui ne veut pas sortir de clavier en AZERTY, etc. avec les autres pays que l'on a en Europe. Bien évidemment, des claviers seront possibles enfin, on peut acheter des claviers en Bluetooth, donc avec évidemment un clavier en AZERTY et tout, comme chez Logitech et tout, qui propose même des claviers adaptables à l'iPad Pro, mais malgré tout, ça aurait été bien qu'Apple puisse le faire. Allez, toujours dans les mauvais points, on passe à Windows 10, mais la version Phone. Pour une fois que Windows a un mauvais point ces derniers temps, c'est quand même pas souvent. Donc Windows 10 Phone est toujours en attente. Étant donné qu'il est encore en programmation, ça commence à faire très très long parce que malgré tout, Windows 10 est quand même sorti l'été dernier. Et Windows 10 Phone est toujours en cours de programmation. On l'attend aussi pour pouvoir avoir les applications, ou plutôt les plugins pour Edge, qui sont toujours en attente parce que quand même les plugins sur les navigateurs web, c'est malgré tout la chose que l'on attend le plus sur Mozilla, sur Google Chrome. On a vraiment beaucoup de plugins qui sont vraiment sympas, téléchargement de vidéos, le bloqueur de pub, le fameux bloqueur de pub AdBlock Plus, etc., etc. Donc on attend toujours cette version pour pouvoir enfin avoir les plugins d'Edge. Donc en même temps, ça prend du retard. Les Windows Phone, ça s'achète pas tant que ça. Voilà, et puis bon bah il y a tout un petit processus et tout qui fait que voilà, on le place un petit peu dans les points faibles. Voilà, c'est fini pour le journal du Geek Libre. On se retrouvera normalement la semaine prochaine si tout se passe bien. En attendant, portez-vous bien et voilà.